Et notre invitée du jour, donc, puisque nous sommes à la Philharmonie, est Marie-Pauline Martin, qui est la directrice du Musée de la Musique. Bonjour, je vous laisse volontiers ma place, je vais rejoindre mes camarades. Est-ce qu'on peut savoir, bienvenue à vous, ce qu'il y a dans ce musée? Alors, dans ce musée, vous avez une collection permanente, 7000 instruments et œuvres d'art, dédiés bien sûr à la musique. Instruments beaucoup, mais objets d'art. Et dans ce musée, vous avez aussi deux expositions dédiées à des grands sujets transversaux qui allient musique et beaux-arts, photographie et musique. Une exposition plus ciblée sur justement l'édition photographique dans son rapport avec la musique. Et enfin, dans ce musée, vous avez une politique éducative très forte, tournée vers les très jeunes publics. On reçoit beaucoup de scolaires. On est très identifié du public des parents pour des visites d'éveil musical, etc. Et on est surtout très identifié aussi pour ce qu'on appelle l'accessibilité universelle, c'est-à-dire l'accueil des handicapés, du public Alzheimer. Ça a une histoire, parce que ça existe depuis maintenant presque un peu plus de 10 ans même. Ça a commencé en 1997. Oui, on a fêté les 20 ans du musée lors de la Nuit Blanche l'année dernière. Ouais. C'était l'occasion d'un bilan, vous avez tout à fait raison. Et ce bilan, d'ailleurs, maintenant, vous l'établissez comment, alors, avec le recul? Avec le recul, c'est déjà mesurer ce qui est bien, ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de remarquable, je le dis, à partir du retour des autres. Ce qui est remarquable chez nous, c'est que c'est un musée qui est sonore, qui est vivant. C'est un musée, certes, où une certaine partie du patrimoine est derrière des vitrines, mais un patrimoine instrumental ne s'appréhende que si on l'entend, que si on le joue, que si on le pratique, que si on le diffuse, on le transmet. Et on a fait un gros travail depuis 20 ans, d'abord un parcours sonore, après la création de facsimilés. Ensuite, tous les jours, vous avez un concert en permanence, à quel que soit le moment où vous entriez dans le musée. Vous avez des concerts. Vous avez des concerts. Et là, on vient de créer un label avec Harmonia Mundi, une collection de disques dédiés aux instruments du musée. Et on vient aussi, on crée l'année prochaine une collection avec Infine de musique électronique qui va permettre de revisiter la collection d'instruments. Il y a les grandes expositions qui ont eu lieu. Quelles sont celles qui retentissent pour vous? Celles qui retentissent, celles qu'il faut choisir. Alors, spontanément, j'aurais un coup de cœur parce que je suis la préparation jour après jour et je suis très enthousiaste du travail qui est fait. On ouvre le 8 avril une exposition sur les musiques électroniques. Et donc, qui mêle patrimoine instrumental, bien sûr, c'est quoi les grandes inventions, les grandes machines, depuis l'invention de l'électronique dans les instruments, les thérémines, les ondes Martenot, et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une adaptation d'un Moog ou d'un petit gadget sonore qui touche un public extrêmement large. Ouais. Donc, il y a ces versants-là, mais surtout, on a voulu lui donner un écho dans la culture visuelle. C'est une exposition dite Beaux-Arts, c'est-à-dire Xavier Veillant a édité des œuvres pour nous, Daft Punk a aussi conçu une installation scénographique inédite totalement pour nous également. J'ai l'impression que c'est assez inédit, qu'un musée des instruments de musique où on voit souvent des derboukas, des luttes, enfin je caricature un peu, mais ça s'intéresse aujourd'hui aux musiques électroniques, aux Moog et aux synthétiseurs. Vous avez raison, ça fait partie des bilans. On s'est rendu compte au bout des 20 ans, on est extrêmement fort dans tout ce qui est savoir sur l'histoire de la musique occidentale du XVIIe au milieu du XXe siècle, mais on se rend de plus en plus compte aujourd'hui qu'après 1950, bien sûr, il y a une histoire de la musique et ça devenait, je dirais, insupportable, enfin pas possible de la nier. Donc on a fait un gros travail dans la programmation culturelle, les Nuits Blanches, dans, je vous disais, la définition d'une collection de disques en rapport avec la musique électronique, cette exposition, et surtout aussi avec un patrimoine vivant encore. Par exemple, on vient de faire acquisition par une donation exceptionnelle du studio de Pierre-Henry. Voilà. Et voilà. Et donc, il va être un des grands moments de cette année de 2019. 4 mois après l'ouverture de l'exposition, on va reconstituer le studio de Pierre-Henry, mais le reconstituer à l'identique, mais surtout l'environner d'un ensemble de dispositifs ouverts à la manipulation. Ce qu'on veut, c'est qu'un musée, certes, c'est un musée où on met les mains derrière, on regarde, on ne touche pas, mais on voudrait aussi casser cette expérience et, à côté de ces œuvres patrimoniales, donner à toucher, à appréhender pour impliquer physiquement le visiteur. Ce qui s'est fait d'ailleurs avec, par exemple, le mur breton au Centre Pompidou. On a reconstitué d'une certaine manière. Ça a été, donc l'intérieur d'André Breton. Ça a été très inspirant. À Paris. Qu'est-ce que c'est que l'année du Rossignol ou l'exposition du Rossignol? La nuit du Rossignol. La nuit du Rossignol. La nuit du Rossignol. Un truc pour toi, Michel.
Oh, le Suisse, vous savez, le Suisse est taquin, et le Suisse chantonne. Bah, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu. La nuit alors, dans les faits, très basiquement, la nuit du Rossignol, c'est un événement que l'on va lancer tous les premiers jours du printemps. Donc 21 mars ou 20 mars, suivant les calendriers. Oh, tiens, voilà. Comme son titre l'indique, c'est une nuit conçue entièrement dans un rapport d'émulation avec l'imaginaire de l'oiseau et qui va se décliner sous forme, dans tous les espaces du musée, dans toute la rue musicale de la Cité de la Musique. Vous trouverez des performances, des concerts, des lectures, des chorégraphies, mais aussi une très riche proposition d'ateliers, d'animations, même de stands. La Ligue des protections des oiseaux travaille pour nous. Vous aurez un bar avec des cocktails cuits et du vin. Cocktails cuits. Oui, et du vin. Alors moi, je pense que je vais venir. Vous jouerez à Nightingale Sing in Berkeley Square. Exactement. Voilà, en boucle. Tout à fait. Et donc, l'imaginaire de l'oiseau, c'est ce qui nous intéressait. C'est une source d'inspiration inouïe, inépuisable. Oui, depuis ça, enfin, du Rossignol, un amour de la musique baroque jusqu'au catalogue des oiseaux de Messiaen. Mais même, justement, on voulait des choses aussi très... L'oiseau, la nature, c'est fédérateur. C'est ce qui réunit... selon nous, un public extrêmement large. Donc, Molécule, qui est un DJ de la scène électronique française très intéressant, va aussi faire une création à partir des sons concrets d'oiseaux cédés par la veuve de Pierre-Henri. Donc, on va aussi dans ce... Voilà. Et plus concrètement, si on veut retenir le projet, c'est un événement qui va avoir lieu dans la collection permanente. Et moi, je crois qu'un des grands enjeux aujourd'hui des musées, c'est certes l'attractivité des expos. Ça, on est tous... travaille tous de manière passionnée là-dessus, mais le devenir des collections, des parcours permanents, c'est un vrai gageur et il faut inventer, beaucoup de musées le font, et donc on construit une belle dynamique autour de cette idée.